Donc, je vais vous proposer maintenant de laisser la parole à Patrick Le Floch. Je l'ai indiqué tout à l'heure, il est le directeur de l'IEP de Rennes et il va lui prendre un petit peu de hauteur par rapport au département des Côtes-d'Armor, puisque nous allons être sur des analyses macroéconomiques sans doute, et notamment pour donner des éclairages sur la crise économique et la crise financière, les impacts qu'elles peuvent avoir sur l'économie de notre pays. Et puis, on fera le lien ensuite avec les propos qui pourront être tenus par les présidents des chambres. Je vous donne la parole. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Madame la Vice-présidente. Je tenais à remercier le président Claudie Le Breton de m'avoir invité à participer devant vous aujourd'hui. Il m'a été demandé effectivement de faire un point, de poser des questions par rapport à la crise économique que nous connaissons. Alors effectivement, il y aura, on va dire, un décalage. Il peut y avoir un décalage par rapport à la façon de poser les problèmes compte tenu de ce qui a été présenté tout à l'heure. Mais je voulais insister, moi, sur les liens, avant même que je pose des questions de politique monétaire, de politique budgétaire, sur les liens qu'il y a entre ce qui a été dit précédemment et sur ce que je vais dire aujourd'hui. Vous avez vu un certain nombre de graphiques, vous avez vu un certain nombre d'évolutions, et on se rend compte qu'un territoire ne peut pas faire abstraction de la situation nationale, de la situation européenne et de la situation mondiale. On a vu les inflexions. On a vu une inflexion qui est extrêmement forte, qu'on pouvait observer au niveau du département des Côtes-d'Armor, une évolution extrêmement forte depuis 2008. On a vu que le nombre d'entreprises diminuait, on a vu que le chômage augmentait de façon importante, et à quelques différences près selon les territoires, ce sont des évolutions globales que l'on peut observer sur le territoire français. Et donc, à ce niveau-là, je le répète, quelles que soient les spécificités du territoire, il faut impérativement avoir une vision aussi plus globale pour comprendre de quelle manière on peut avoir la possibilité de s'en sortir. Je dirais aussi qu'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'intervenir devant vous aujourd'hui, c'est mon attachement à la Bretagne, de façon générale, à une région qui a un potentiel qui est extrêmement important, et il est essentiel que tous les départements bretons, que la région Bretagne s'unissent justement pour essayer de développer ce territoire. Je suis directeur d'un établissement, Sciences Po Rennes, et qui présente comme spécificité d'essayer de retenir les meilleurs étudiants bretons qui souhaitent suivre des études dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et je voulais évoquer ce point parce que le territoire breton a une caractéristique qui est extrêmement forte. Nous sommes la meilleure région de France au niveau des résultats de nos jeunes au bac. Et je crois que quand on intègre ce point, il faut se poser la question de savoir de quelle manière on peut avoir la possibilité de retenir ces jeunes sur le territoire. L'objectif est de permettre aux jeunes de faire ce qu'ils souhaitent. Mais pourquoi partent-ils? Pourquoi, pour l'essentiel, il y a une exportation de nos lycéens sur l'ensemble du territoire français? La Bretagne n'est évidemment pas isolée du reste de la France, bien entendu, ni du reste du monde, mais comment ne réussit-on pas, d'une certaine façon, à pouvoir les conserver sur le territoire dans des domaines comme celui qui a été évoqué en conclusion de l'intervention tout à l'heure, par exemple sur le domaine des énergies renouvelables, où là, il y a des investissements qui sont extrêmement importants à réaliser. Alors, ces remarques étant faites, je voulais simplement revenir en quelques mots et de façon la plus synthétique possible sur la situation macroéconomique. Je crois que pour comprendre notre situation macroéconomique, et au-delà des événements qui se sont produits depuis 2008, il faut voir un certain nombre de choses en toile de fond. Ce qui s'est passé en 2008, finalement, n'est pas une surprise. Je dirais que peut-être la surprise est que ces événements ne se soient produits qu'en 2008. C'était inscrit, je dirais, dans les gènes des politiques qui étaient menées déjà depuis de nombreuses années. Donc je voudrais qu'on revienne sur ces tendances de fond pour saisir un certain nombre de facteurs explicatifs de la crise, pour que l'on voit les conséquences sur 2011, qu'on voit après de quelle façon il y a des pistes qui ont été envisagées selon les pays, et qu'on revienne à notre situation en 2012
et sur les possibilités qui s'offrent à un pays, puisque là je pense plutôt à des politiques macroéconomiques, et aussi aux territoires qui le composent, pour proposer des politiques économiques efficaces. Alors, je dirais que pour moi, il y a des causes internationales de long terme qui permettent de comprendre la crise économique que l'on connaît aujourd'hui. Et on observe depuis plus de 30 ans des déséquilibres économiques internationaux qui sont durables et qu'on ne réussit pas à résorber au niveau international. De façon extrêmement rapide, depuis la fin du système de Bretton Woods, où nous sommes passés à un système monétaire international avec des monnaies qui fluctuent de façon relativement libre les unes par rapport aux autres, on a vu les déficits perdurer. C'est-à-dire avec principalement, on va dire, de deux zones. D'un côté, les États-Unis qui sont structurellement en situation de déficit et qui continuent de l'être actuellement, et de l'autre côté, deux pays qui ont eu tendance à accumuler des excédents de façon structurelle, l'Allemagne et le Japon, ce que l'on retrouve encore aujourd'hui particulièrement dans le cas allemand. Et le troisième point, donc par rapport à ces causes internationales, c'est le très fort développement de la Chine qui développe une politique mercantiliste avec son objectif d'accumuler des excédents sur le reste du monde, et ce qui devrait encore être observable pendant au moins les 20 prochaines années. Et on se retrouve donc dans un système international fondamentalement déséquilibré, avec un dollar qui continue à jouer un rôle prééminent, et c'est un point clé aujourd'hui. Je l'évoquerai simplement sous une forme allusive pour le moment, mais le côté paradoxal, dans la situation que l'on connaît, c'est de voir le dollar continuer à exercer son rôle de monnaie refuge, alors même qu'intrinsèquement, les États-Unis sont économiquement beaucoup plus faibles que l'Europe. Et c'est là qu'il y a vraiment des questions de fond à se poser par rapport justement aux orientations que l'on peut proposer pour la politique économique. Donc des causes internationales, des déficits, des déséquilibres, je dirais, importants, mais aussi des facteurs nationaux. La France, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure en introduction par Madame la vice-présidente, la France est endettée, c'est indéniable. On n'a jamais connu un tel ratio de dette sur le PIB en temps de paix. Habituellement, les taux d'endettement que l'on connaît, que l'on observe, ce sont des taux d'endettement que les pays avaient après des guerres, mais pas en temps de paix. Donc il y a quand même des questions à se poser concernant le fait que, même s'il peut y avoir dans certains cas soit des facteurs conjoncturels, des facteurs structurels, sur la tendance de long terme, la dette sur le PIB est à la hausse. Donc on est endetté. Mais on est endetté et chaque année, on a un déficit budgétaire au niveau de l'État. Est-ce que les résultats, cette politique budgétaire a pu produire des effets positifs sur la France? Là, il y aura des interprétations différentes en fonction du positionnement politique, effectivement, que l'on peut avoir. Mais globalement, on n'a pas l'impression que ressortent en France des résultats supérieurs à ceux qui peuvent être observés dans d'autres pays. Néanmoins, nous avons cette dette dont il faut s'occuper, je dirais, d'une manière ou d'une autre. Deuxième point qui structurellement aussi est extrêmement important pour la France, notre croissance potentielle est beaucoup plus faible aujourd'hui, évidemment, qu'elle ne l'était durant les 30 Glorieuses. Après 1945 et jusque dans les années 70, on a connu des taux de croissance qui étaient relativement élevés, et depuis cette fameuse crise de 1970, on a un ralentissement. Quelles sont les rares années de croissance forte que l'on ait connues? La fin des années 80, fin des années 90. En dehors de ces pics de croissance, la croissance de la France est faible. C'est-à-dire que l'on considère que 2% de croissance est un taux de croissance qui est plutôt intéressant. La norme étant en dessous des 2%. Et c'est dans cette perspective, justement, que se pose la question de la maîtrise de la dette dans un contexte dans lequel la croissance est plus faible. Un point que je n'ai pas indiqué donc sur cette slide, c'est aussi qu'il y a une très grande différence dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui par rapport au monde dans lequel on vivait dans les années 60 ou 70. C'est que nous sommes dans un monde où, quelles que soient les critiques que l'on peut apporter à cette mesure du taux d'inflation, l'inflation est beaucoup plus faible. Les taux d'inflation officiels qui sont proposés par l'INSEE sont extrêmement faibles. Et je dirais que pour moi qu'il y a une corrélation
il y a une relation, pardon, pas une corrélation, une relation de cause à effet entre notre incapacité à maîtriser la dette dans un monde où l'inflation est faible. Et je reviendrai justement aux conséquences de l'organisation, on va dire, des institutions européennes par rapport à ce monde où on est dans un monde sans inflation, quasiment sans inflation pour le moment. Le troisième facteur national qui me semble être important pour comprendre la situation de la France, c'est que dans les années 60, le commissariat général au plan décidait à la fin de l'année du taux de croissance que l'on pourrait avoir l'année d'après. S'ils observaient une population active qui était un peu plus importante que prévu, ils essayaient de jouer sur le niveau des investissements pour passer de 5,5 à 6% de croissance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le taux de chômage est structurellement très élevé dans un territoire comme la France. Les 2% de chômage, il n'y a pas, je dirais, par rapport aux candidats donc à la présidence, il n'y a pas un seul candidat qui y croit. C'est un objectif qui est complètement utopique dans l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, comment fait-on justement pour maîtriser son déficit, croître dans un contexte où, même quand on a connu un peu de croissance, le taux de chômage reste à un niveau qui est relativement élevé. Donc, après donc, le contexte national, le contexte européen, pour moi, qui n'est pas sans incidence. L'Europe est organisée de façon très particulière. L'Europe est organisée autour d'une monnaie unique qui a apporté, je crois, énormément aux pays, qui a permis de les protéger. Si on n'avait pas eu de monnaie unique depuis la crise de 2008, la crise, je pense, aurait été beaucoup plus forte encore pour de nombreux pays et la séparation entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord aurait été avérée. Sans la monnaie unique, je dirais qu'il n'y aurait plus d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, compte tenu de tous les soucis qu'il y avait eu par rapport au fonctionnement du système monétaire européen dans les années qui précédaient, on a voulu essayer de converger autour d'une monnaie unique pour essayer de développer l'échange international entre les pays européens. Donc on a une monnaie unique, avec une politique monétaire centralisée. Et on a ensuite cette politique monétaire unique à laquelle vont être associées des politiques budgétaires nationales qui sont encadrées. C'est-à-dire que l'on conçoit un système où la Banque centrale européenne maîtrise la question des taux d'intérêt et où on demande aux pays de conduire des politiques budgétaires. Mais comme on a quand même quelques doutes par rapport à la capacité des pays à mener véritablement des politiques budgétaires cohérentes, on leur impose des contraintes pour éviter qu'elles n'aillent trop loin. Ceci est ce que l'on retrouve dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Je rappellerai que pour comprendre la situation actuelle au niveau des institutions européennes, il faut comprendre la construction du système tel qu'elle a été mise en place. Je rappellerai que dans les années 90, Karl Otto Pöll, qui était le gouverneur de la BUBA, de la Bundesbank, donc de la Banque centrale allemande, avait expliqué que l'Union européenne et la monnaie unique ne pouvaient pas se construire avec les pays du Club Med. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance dans les pays du Club Med, donc de l'Europe du Sud, qu'il y a des contraintes budgétaires qui ont été imposées pour éviter que les États dits naturellement dépensiers aillent trop loin au niveau budgétaire. Donc on se retrouve pour moi avec des institutions au niveau européen qui sont sous-optimales, qui ont été le fruit de négociations à un moment donné, et on évolue dans ce cadre. Pour résumer, je pense que la monnaie unique a été acceptée par les Allemands, alors qu'ils n'avaient strictement aucun intérêt à l'accepter. Elle a été acceptée en contrepartie d'efforts que les autres pays devaient faire au niveau budgétaire. Et on a donc un système qui n'est pas, en termes économiques, un véritable policy mix. On a une politique monétaire assez dominante et les politiques budgétaires qui sont plus ou moins contrôlées par les institutions européennes. Donc voilà sur les tendances de fond. Dans ce cadre-là, on a une crise qui va se produire. La crise se produit, elle est identifiée au niveau des banques et au niveau de la finance. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent de la comprendre. Le premier facteur est la politique monétaire laxiste qui a été menée tout au long des années 2000. Pour absorber les différents chocs qui touchaient les pays industrialisés, et tout particulièrement aux États-Unis, la Banque centrale américaine a maintenu de façon durable et constante des taux d'intérêt qui étaient extrêmement faibles. Qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait que les liquidités étaient relativement gratuites pour financer un certain nombre d'investissements. Mais à un point, quand les liquidités sont relativement gratuites, que vous avez des taux d'intérêt qui sont à 0,5%, que se passe-t-il? Ce ne sont pas uniquement des investissements productifs qui vont être financés, vous allez avoir une spéculation qui va pouvoir se développer sur l'immobilier,
compte tenu du fait que l'argent est facile à obtenir, vous allez aussi pouvoir investir sur les marchés financiers. Et on va avoir un certain nombre de bulles qui vont commencer à se développer du fait, on va dire, du prix de l'argent qui est effectivement beaucoup trop faible. Ceci est accouplé avec le fait, tout particulièrement concernant la crise immobilière qui s'est produite et la crise des subprimes, une absence de réglementation qui va permettre à des investissements non contrôlés de pouvoir se développer. On a parlé de shadow banking parce que vous aviez un système bancaire parallèle qui se développait aux États-Unis pour proposer de nouveaux outils. Et à un moment donné, on va avoir un effondrement dans le système, mais un effondrement qui va avoir pour conséquence, on va dire, d'entraîner des effets, des dommages collatéraux dans l'ensemble des pays, parce que les banques américaines et les marchés financiers ont réussi à vendre les nouveaux produits qu'ils avaient développés au reste du monde. Et ce qui était au départ typiquement, on va dire, un problème américain, est devenu un problème mondial, parce que les banques et les marchés financiers détenaient des titres de dette qui étaient pourris, donc qui étaient toxiques et qui n'avaient strictement aucune valeur. Donc on a une crise bancaire et financière qui se développe en 2007-2008. Mais les conséquences, elles sont extrêmement fortes. Parce que s'il y a bien un secteur qui n'est pas un secteur comme un autre, c'est le secteur bancaire. Aucun pays ne peut se développer s'il a un système bancaire qui est plombé par des dettes, qui est plombé par le doute. Et la crainte très forte qu'il y a à ce moment, c'est que se reproduisent les effets, même si on est dans un contexte qui est différent, bien entendu, il n'y a pas une symétrie totale, que l'on observe les mêmes effets que pour la crise de 1929. Et je dirais, des peurs profondes qu'il y a à ce moment-là, est qu'il faut éviter la panique bancaire. Il n'y a rien de pire qu'une panique bancaire. S'il y a une panique bancaire, les banques font faillite tout de suite. Vous savez sans doute, même si vous vous souvenez, je pense peut-être de l'appel qui avait été lancé par Eric Cantona l'année dernière pour que les différents clients se ruent dans les banques pour récupérer les dépôts qui étaient réalisés à vue. Si effectivement chacun se rue dans une banque pour récupérer les dépôts à vue, le système s'effondre. Le système, il n'est pas tenable. La banque occupe une position qui est clé. Et la crise, elle va se généraliser. Et je tiens à insister sur cette origine, parce que sinon on ne peut pas sortir si on n'a pas intégré, je dirais, la question de l'origine de la crise. Donc, chaque banque se rend compte qu'elle a un certain nombre d'actifs toxiques. Comme elle a des actifs toxiques qui sont importants, elle croit que les autres banques ont aussi des actifs toxiques. Ce qui fait que, très rapidement, en 2008, les banques ne vont plus se prêter. Et on va avoir un marché interbancaire qui ne va plus fonctionner. C'est-à-dire qu'on a trop de doutes dans la banque concurrente, on ne lui prête plus sur le marché interbancaire, et on va avoir un manque de liquidité qui va se traduire par l'ensemble de l'économie par une très forte baisse du crédit et des tensions sur les taux d'intérêt. Ce qui fait alors que les banques centrales, partout, interviennent comme il le faut, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité à ce moment-là, ils noient les marchés sous les liquidités. À chaque fois qu'on a besoin de dollars, à chaque fois qu'on a besoin d'euros, on les donne, parce qu'il faut pouvoir arroser l'ensemble du marché pour éviter les tensions sur le marché interbancaire. Et donc, je dirais d'une certaine façon, c'est entre autres parce que la politique monétaire et les politiques budgétaires qui vont être conduites vont être relativement efficaces, qu'en 2011, on va se dire, mais il faut peut-être serrer la vis maintenant, puisque finalement, on a l'impression que la crise est derrière nous. Alors qu'en fait, la crise n'est pas derrière nous, la crise est toujours là. On n'a pas réglé les problèmes structurels, je pense, qu'il y avait derrière. Donc, politique monétaire pour noyer les marchés sous les liquidités, et avec des risques d'inflation sur le moyen terme, relance budgétaire qui a été réalisée dans la majorité des pays, aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne, pour que la croissance reparte. Et mécaniquement, je crois que ça, quand même, c'est un point qui est relativement important. On avait de la dette, évidemment, dans un pays comme la France. Mais à ce moment-là, vous avez une accélération avec un transfert de dette du privé vers le public, nécessairement. Une politique budgétaire active que l'on mène en 2008 et en 2009, c'est l'État qui prend en charge les coûts et les investissements, je veux dire, qui sont nécessaires pour que le pays se sorte de la crise le plus rapidement possible. Donc qu'il y ait une accélération, une augmentation du niveau de la dette à ce moment-là, je dirais de façon trop rapide, et puis je pourrais répondre à vos questions après, c'est pas génial sur le long terme, mais ça n'est pas dramatique.
C'est normal que vous ayez cette élévation de niveau de dette à ce moment-là, parce que sinon on aurait une crise qui serait encore plus forte. Donc, on a des politiques macroéconomiques de relance. Les conséquences, comme je l'indiquais, comme je le laissais entendre, est effectivement une aggravation de ces ratios de dette. Et c'est incontestable, partout. Une aggravation des déficits. Là aussi, c'est incontestable. Évidemment, on ne respecte pas les critères de Maastricht. Évidemment, on ne respecte pas les critères du pacte de stabilité et de croissance. Mais, d'une certaine façon, moi, la remarque que je fais par rapport à ça, est-ce que quelqu'un freine dans une côte? On ne peut pas freiner dans une côte. On peut freiner à un autre moment. Mais si on est dans une récession, c'est pas à ce moment-là qu'on commence à freiner pour dire est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Non. On freinera après, je pense, au niveau logique et au niveau cohérence. Bon. Aggravation des déficits et de la dette, qu'on observe partout, aux États-Unis et en Europe. C'est normal. En revanche, là où on va avoir des tensions, et c'est pour ça que l'année 2011 a été extrêmement compliquée, c'est qu'il y a des divergences entre les pays européens. Et qu'on a vu apparaître, ce qui n'était pas une nouveauté en soi, et je veux dire ce qui intrinsèquement est le cas, des pays qui sont plus faibles que les autres. La Grèce est faible, oui, c'est vrai. L'Espagne est faible, oui, l'Espagne a été profondément touchée par une spéculation sur l'immobilier qui a été très forte, où ils ont investi de façon importante et ils n'arrivent pas, on va dire, à utiliser l'intégralité des logements qui ont été construits à un moment donné. L'Italie a des faiblesses. L'Italie a toujours eu une dette qui structurellement était élevée. Ils sont à plus de 100% de dette sur le PIB. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une banqueroute en Italie? Non. Mais bon, il y a des pays qui sont un peu plus faibles. Comme il y a des pays qui sont un peu plus faibles, que se passe-t-il? Vous avez les prêteurs de capitaux qui hésitent à leur donner de l'argent. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des spreads de taux, des écarts de taux d'intérêt, que l'on va observer entre les différents pays. La Grèce, grâce à la monnaie unique, au moment de l'instauration de la monnaie unique, elle a bénéficié du fait que les taux d'intérêt sont devenus très faibles au niveau de l'Union européenne. Donc les Grecs se sont endettés à des taux qui étaient faibles. Aujourd'hui, c'est impossible pour eux. Tout le monde sait qu'ils ne pourront pas rembourser. Donc à partir du moment où vous doutez de la capacité de la personne à pouvoir rembourser, vous allez avoir une tension sur les taux. Et on a vu des écarts de taux croissants entre les pays. Et donc ça s'est traduit par, on va dire, une forme de crise de l'euro par rapport à la question de savoir comment les pays européens allaient pouvoir essayer de sortir de cette situation. Mais d'une certaine façon, et pour arriver au deuxième point, donc des conséquences de la crise, je ne suis pas certain que ce soit une crise de l'euro. Pour moi, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une crise des institutions européennes. C'est quelque chose de différent. L'euro a permis de protéger. En revanche, on a un système qui est fondamentalement asymétrique. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur un point. Le passage à l'euro a été douloureux pour le pays qui est donné en exemple aujourd'hui. Le pays qui est donné en exemple aujourd'hui, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, au moment du passage à la monnaie unique, entre dans la monnaie unique avec une monnaie qui est surévaluée. Qu'est-ce que ça implique, une monnaie surévaluée? Ça implique que les entreprises sont obligées de dégager beaucoup plus de compétitivité pour devenir compétitives. L'Allemagne va souffrir pendant 5 à 10 ans au moment du passage à la monnaie unique. Une fois qu'ils sont passés à la monnaie unique, qu'ils ont restructuré, qu'ils ont flexibilisé leur pays, oui, l'Allemagne est beaucoup plus compétitive. Mais l'Allemagne est passée par une cure d'austérité qui a été extrêmement importante. D'accord? Et maintenant, c'est eux qui exportent, pour l'essentiel, les produits vers l'ensemble de l'Union européenne. Donc il y a des écarts de compétitivité qui sont extrêmement importants, et avec une Allemagne, il est vrai, qui domine. Donc les questions, les pistes de réflexion, quand on regarde un peu ce qui se passe. Alors, à chaque fois, je mettais un point d'interrogation, puisqu'il y aura 3 possibilités. L'Allemagne comme modèle, les États-Unis comme modèle, et puis, bon, de façon un peu ironique, mais quand même pour poser un certain nombre de questions, la Chine comme modèle. L'Allemagne comme modèle, j'ai déjà commencé à esquisser 2 ou 3 points concernant ce pays. L'Allemagne s'en est sortie grâce à une politique de compétitivité très forte, grâce à une politique de flexibilité sur le marché du travail très forte, grâce à la création de mini-jobs. Ce sont en fait des emplois faiblement rémunérés qui ont été créés de façon forte. D'accord? C'est un constat qui découle en fait des lois Hartz, il y en a plusieurs, qui ont été mises en place en Allemagne. Donc, est-ce qu'on veut la même chose ou pas?
Si on veut aller dans le sens de l'Allemagne, il faut mettre en place une politique de désinflation compétitive. C'est-à-dire qu'il faut dégager des gains de productivité, comprimer sa masse salariale, réaliser des économies qui sont extrêmement importantes. C'est ce que l'Allemagne a fait. Maintenant, le point qui est important, l'Allemagne dégage des excédents forts par rapport au reste de l'Union européenne. C'est de là que l'Allemagne tire l'essentiel de son excédent du commerce extérieur. Si tous les pays de l'Union européenne font pareil que l'Allemagne, l'Europe s'effondre. L'Europe s'effondre parce qu'on est obligé de passer chacun par une cure d'austérité, et en passant par une cure d'austérité, plus personne n'a de débouché. Donc l'Allemagne a réussi, je dirais, sa mutation en profitant du fait qu'il y avait une forme de compétitivité dans l'industrie allemande et qu'il bénéficiait des marchés européens qui ne faisaient, eux, pas les mêmes efforts que ceux qui étaient vus en Allemagne. Donc pour moi, s'il y a une généralisation de la politique de désinflation compétitive, on aura une récession, mais beaucoup plus forte, et sur un nombre d'années beaucoup plus important. Deuxième point, les États-Unis comme modèle. Pourquoi les États-Unis comme modèle? Les États-Unis sont d'un pragmatisme tout à fait incroyable. J'ai du mal à considérer qu'on puisse dire que les États-Unis sont un pays libéral. Ils utilisent les politiques macroéconomiques comme ils le souhaitent en fonction des contingences qu'il peut y avoir. Ils ont besoin de la politique monétaire pour relancer, ils utilisent la politique monétaire. Ils ont besoin des déficits budgétaires pour relancer, ils utilisent leurs déficits budgétaires. Ils sont extrêmement pragmatiques. Donc, on a observé une dissociation entre l'Union européenne et les États-Unis au cours de l'année 2011. Pourquoi? Dans l'Union européenne, on a commencé à freiner, au niveau budgétaire particulièrement, tandis qu'aux États-Unis, ils ont continué à accélérer, à la fois au niveau monétaire et à la fois au niveau budgétaire. Est-ce que c'est un exemple? L'Union européenne ne peut pas faire comme eux, institutionnellement. Mais un des dangers, et c'est ça que je voulais souligner, qu'il y a derrière l'économie américaine, c'est le risque d'inflation qui existe. Et c'est le danger, s'il y a de l'inflation très forte aux États-Unis, c'est que le dollar s'effondre. Ça, c'est vraiment un des points qui est important. Paradoxalement, je le dis, alors que c'est plutôt, on parlait de crise de l'euro tout à l'heure, le problème, d'une certaine manière, c'est le dollar par les déficits qui sont accumulés aux États-Unis. De la même façon, suite aux politiques de relance qui sont menées aux États-Unis, il risque d'y avoir encore un renforcement de leur déséquilibre extérieur et avec des conséquences pour tout le monde. La Chine, alors, comme modèle, la Chine, c'est le pays, comme j'indiquais, mercantiliste par excellence. La Chine vit sur le dos du reste du monde. C'est-à-dire que la Chine exporte. Ils tirent l'essentiel de leur croissance, de leurs exportations. Et en faisant en sorte de ne pas réinvestir la totalité des excédents qu'ils dégagent dans leur pays, parce qu'ils craignent une désorganisation de leur pays. Leur crainte, la crainte la plus forte qu'il y a en Chine, est le retour de l'inflation. Ils gagnent parce qu'ils sont compétitifs, ils gagnent parce qu'ils ont une monnaie qui est faible, ils ne veulent pas que leur monnaie devienne forte, et ils ne veulent pas que les prix augmentent trop vite chez eux. Donc ils sont obligés de contrôler la richesse qu'ils accumulent, et ils évitent de la réinjecter chez eux. Inévitablement, si vous voulez, personne ne peut généraliser ce type de politique macroéconomique. Ils sont à part. Leur monnaie n'existe pas au niveau international et il y a le modèle chinois, si vous voulez, n'est pas certain de s'en sortir sur le long terme. Tant qu'ils n'auront pas réussi à faire en sorte que leurs entreprises se tournent vers le marché chinois, la Chine représentera toujours un danger pour tout le monde, un danger en termes d'effondrement. Il y a des risques qui sont non négligeables là-dessus. Alors, pour revenir sur la situation en 2012, je dirais que la situation européenne, les doutes qui existent concernent toujours la crise bancaire. Donc vous avez vu qu'il y a eu un certain nombre de tensions à la fin de l'année 2011 et que les banques étaient en partie réticentes encore concernant le fait de pouvoir se prêter de l'argent. Et ceci dans un contexte où les dettes publiques, évidemment, sont quand même abyssales. Alors, il y a un point qui était, d'une certaine façon, je considère anecdotique, la perte du AAA. Pendant plusieurs mois, on nous a dit que la perte du AAA, ça aurait été quasiment la fin du monde si la France perdait ses notations. Pourquoi, je dirais, ça n'a eu strictement aucune incidence?
Je pense que ça n'a eu strictement aucune incidence le jour où on l'a perdu, pour deux raisons. La première raison, c'est que les marchés avaient déjà acté le fait qu'on ne l'avait pas. Donc, ceci par les écarts de taux d'intérêt qui existaient entre les pays. Donc, le jour où l'agence de notation nous dit qu'on n'a plus le AAA, ça n'impacte personne, puisque de toutes les façons, dans les faits, il y avait des écarts de taux. Mais alors, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une forme de tension sur les taux d'intérêt, et vous avez tous suivi le fait que la France avait besoin de se refinancer en termes d'obligations pour financer sa politique budgétaire, et faisait appel à des emprunts. Qu'est-ce que l'on a observé dans les jours qui ont suivi? Une baisse des taux d'intérêt. Et pourquoi on a observé une baisse des taux d'intérêt? Parce qu'il y a eu une réorientation de la politique monétaire qui s'est produite au mois de décembre, et il y a des mesures qui ont été prises pour permettre justement aux banques de second rang d'obtenir toutes les liquidités qu'elles souhaitaient auprès de la Banque centrale européenne, et ça va être encore fait à la fin du mois de février, et grâce à ça, les pays ont pu vendre leurs titres de dette. La Banque centrale européenne n'a pas le droit d'acheter des titres de dette émis par l'État français. En revanche, les banques de second rang ont le droit d'acheter ces titres de dette. Donc lorsque la Banque centrale européenne donne toutes les liquidités nécessaires aux banques de second rang, il y a une détente complète sur les marchés. Et là, il y a eu quand même, je dirais, une forme de pragmatisme de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a des interdictions sur un certain nombre de points, et elle ne peut pas aller au-delà de ces interdictions qui sont liées simplement à ses statuts. En revanche, elle a été pragmatique sur ce plan-là, et c'est une des raisons pour lesquelles on a, je vais dire, un relatif affaiblissement des taux d'intérêt pour le moment. Alors, l'ajustement, en revanche, dans une partie des pays européens, porte sur la politique budgétaire. Dans quasiment tous les pays, la Grèce étant l'exemple emblématique, je dirais bien entendu, mais aussi en France, on se rend compte qu'on veut à tout prix essayer de maîtriser son déficit budgétaire tout de suite. Alors, les dangers. Les dangers, pour moi, si vous voulez, il y a un danger principal. Je dirais qu'aujourd'hui, quels que soient les efforts que l'on souhaite faire pour rembourser sa dette, le danger, il est lié au choix inflation, déflation. C'est-à-dire que, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on ne restera pas au taux d'inflation que l'on connaît aujourd'hui, et on va aller soit vers un peu plus d'inflation, soit vers une situation de déflation. L'exemple, le passé, les années 30, mais l'exemple le plus récent de la crise japonaise dans les années 90, me laisse penser que le fléau le plus dangereux, le plus grave pour une économie, c'est la déflation. En situation de déflation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un salarié va voir son salaire sur sa fiche de paye diminuer, nécessairement, alors que la dette qu'il a à rembourser, elle a été fixée mensuellement, donc sa dette reste la même. Autrement dit, si on a une déflation, on va avoir un accroissement du taux d'endettement privé et on va avoir un accroissement du taux d'endettement public. Les Japonais ont mis plus de 10 ans à s'en sortir quand ils sont entrés dans un contexte de déflation. Pour moi, le danger le plus grave, c'est celui-là. Il faut l'éviter. Et même s'il faut un peu d'inflation, un tout petit peu d'inflation pour pouvoir éviter la déflation, je crois qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre et il faudra pouvoir contrôler l'inflation. Donc, les questions, et pour terminer et faire très bref sur ce point, je pense que nous sommes dans une situation où il est essentiel de maîtriser sa dette sur le long terme. Aucun gouvernement, quelle que soit sa coloration politique, ne pourra faire abstraction du fait qu'il sera nécessaire d'abaisser ce taux sur le long terme. En revanche, il faut bien réfléchir à la façon de le faire à court terme. C'est-à-dire que si on freine aujourd'hui, si tous les pays européens freinent en même temps, on aggrave son problème et on ne le réglera absolument pas et on sera obligé de refaire autre chose. Et là, c'est simplement une question de temporalité. Donc le danger, il est là. Est-ce qu'on veut privilégier le court terme au long terme? Est-ce que les objectifs que l'on se fixe aujourd'hui sont pérennes ou pas? Intrinsèquement, je dirais pourquoi, j'évoquais la question de l'euro tout à l'heure, l'euro me semble plus fort que le dollar, pour une raison qui est simple, pas politiquement, économiquement.
L'euro est plus fort que le dollar parce que l'Europe est beaucoup plus indépendante que les États-Unis du reste du monde. L'Europe est à l'équilibre au niveau de ses échanges. Les États-Unis sont structurellement en situation de déficit. Intrinsèquement, quelqu'un qui est équilibré par rapport au reste du monde, c'est quelqu'un qui a une monnaie qui est intrinsèquement forte. L'euro, sur le long terme, sous réserve évidemment qu'il n'éclate pas, je pense qu'il n'éclatera plus maintenant, même s'il y avait quelques risques là-dessus, l'euro va devenir une monnaie qui sera beaucoup plus utilisée, beaucoup plus forte. C'est fondamental pour les Européens, c'est fondamental pour les Français, c'est fondamental pour tous, pour donner une marge de manœuvre qui sera importante. Et pour terminer, je dirais peut-être au niveau des questions de fond, pour moi, en dehors de la déflation ou de l'inflation que j'évoquais tout à l'heure, la faiblesse intrinsèque de notre système européen, c'est qu'on l'a conçu, si vous voulez, dans un processus de négociation qui a été compliqué. La faiblesse de notre système est que nous n'avons pas de politique budgétaire en Europe. En France, quand vous avez une région qui a un problème, la Corse, la Bretagne, le Limousin, qui finance? La France, les contribuables français. C'est la politique budgétaire qui fait qu'il va y avoir une redistribution sur l'ensemble du territoire. Au niveau européen, on a le FEDER, on a un certain nombre d'investissements qui sont réalisés, mais on n'a pas d'outils de régulation conjoncturelle. Et c'est là-dessus où il y a une faiblesse intrinsèque. Les États-Unis, ils règlent leurs problèmes lorsqu'un État a une situation difficile, c'est au niveau fédéral qu'ils financent les difficultés qu'un État peut avoir. L'Europe n'a pas ça. Donc l'Europe, intrinsèquement, je dirais, on a un système qui est bancal. Et je voulais donc terminer de façon plus positive par rapport à ça, parce qu'il y a des solutions qui s'offrent à tous. Je reprendrai une citation, enfin, c'est pas une citation, c'est la position que Paul Krugman, qui est un prix Nobel d'économie, a eu ces derniers jours, en disant que lorsqu'il regardait la situation européenne, dans un premier temps, il souriait. Il souriait en se disant, mais comment ils ont fait pour se créer des difficultés, alors même qu'intrinsèquement, c'est une zone qui est beaucoup plus efficace et qui a des possibilités de s'en sortir. Donc c'est ce qui me fait penser, moi, que nous avons des marges de manœuvre qui sont importantes, que l'Europe est toujours une solution intéressante et que la France doit se placer dans ce cadre-là et que notre avenir, et on voyait la situation des entreprises costarmoricaines, la situation de l'emploi costarmoricain, est nécessairement dépendant de la capacité de la France à pouvoir influer les politiques macroéconomiques qui seront conduites dans les prochaines années. Je vous remercie.